Bonjour à tous et bienvenue sur Symbole Vidéo. Je suis Orkwide et voici Sod. Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de The Sandman, la série Netflix, les épisodes 7, 8, 9, 10, la fin de la saison en fait. Ouais, et c'était vachement cool. On change d'arc finalement, parce que puisque c'est un comics, on avait un arc 1 plutôt sur retrouver ses objets perdus, et une mi-saison qui était vachement sympa, et là, arc 2, on part plus sur une histoire un peu différente, on va vous en parler. Oui, c'est vrai qu'il y a eu vraiment la transition entre les deux arcs, avec l'épisode avec son pote dont on a parlé, avec celui qui peut pas mourir. Et là, on est vraiment parti du coup sur une autre thématique. Exactement. Sinon, côté news, j'ai quand même 2-3 trucs à vous dire. Alors, pour commencer les notes, il faut savoir que Metacritic, ça n'a pas du tout bougé. Voilà, même s'il y a eu des notes Tu nous supplémentaires, rappelles etc. un peu où on en était? C'était 6,6 sur 10 côté presse, 6,2 grand public. Pas trop mal, ouais. Donc ça restait neutre, c'était pas mal du tout. Par contre, côté Allociné, ça a bien augmenté. Ce qui fait dire que côté France, la série a plu. Ouais, vraiment. Alors, on n'avait pas... C'est un peu les échos qu'on a eu autour de nous. Globalement, ça a plutôt plu. C'est ça. On n'avait pas encore le retour presse pour Allociné. Maintenant, on sait qu'il est de 7,2 sur 10. J'harmonise toujours pour qu'on se comprenne sur 10. Et on est maintenant à 7 sur 4. Pardon, je dis des bêtises. 7,4 sur 10 pour le grand public. Très bonne note. Après, c'est pas les meilleures notes qu'on puisse avoir pour une série, mais ça reste une très bonne note. J'ai regardé un peu les avis négatifs, on reste sur du wokisme, et enfin, ceux qui aimaient beaucoup le comics sont sortis, ont regardé la série et ont dit ça va pas. Ah oui, non, mais ils ont volontairement voulu s'éloigner du comics, c'est un parti pris. Ouais, je dirais pas ça, je dirais surtout que pour moi, mon analyse qui est vraiment la mienne, c'est qu'on a une nostalgie. C'est quand même un comics qui existe sur 30 ans d'édition, si je dis pas de bêtises. On est sur de la nostalgie. Comme aujourd'hui, des gens disent que la deuxième trilogie de Star Wars est bien, j'entends celle... Tu veux dire 1, 2, 3? C'est ça, 1, 2, 3. Et bientôt, des gens vous diront qu'ils ont adoré le 7, 8, 9, tu vois. On est sur de la nostalgie, et notamment pour les enfants, tu vois, sur du Star Wars. Où ils vont dire, bah si, c'était bien en fait, quand même. Et pour les vieux, les Ewoks, aujourd'hui, ça passe beaucoup mieux. Mais tout ça pour dire que les gens qui ont lu le comics et qui sont fans du comics ont vraiment un problème avec la transition vers la série, et ça plaît pas forcément à tout le monde. Il y en a certains qui se sont très bien adaptés, mais pour d'autres, ça manque de finesse en fait. Les personnages sortent de nulle part, on parle du personnage, on a terminé avec le personnage, on passe à autre chose. Alors que dans le comics... Oui, mais on a beaucoup plus de temps dans un comics pour développer des personnages et les faire arriver que dans une série, dans une mini-série, surtout que maintenant on fait des petites séries de 10 épisodes. Je dirais pas ça non plus, parce que généralement les comics ou même le manga c'est beaucoup plus court, on va à l'essentiel, mais t'as pas le ressenti, il n'est pas le même. Vraiment, c'est que sur une planche, tu vas communiquer des émotions que tu n'as pas, et le trait du dessinateur était incroyable, notamment pour Sandman en lui-même, et pour les méchants. Donc, bon, ça se comprend. À un moment donné, si les gens qui n'ont jamais lu Sandman aiment bien, kiffent, bah laissez-les kiffer en fait. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. C'est une bonne conclusion, je trouve. Laissez-les kiffer. Ben ouais, c'est comme Cowboy Bebop, j'en avais parlé dans la vidéo juste avant. Ça a été annulé parce que les gens qui aimaient bien le manga n'ont pas aimé la série. Et moi je suis arrivé, je connaissais pas le manga et j'ai adoré. Franchement, j'étais trop fan, et de savoir que ça a été annulé parce qu'il y avait trop de problèmes, etc. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Bon, après, c'est Netflix qui fait ça aussi. Voilà pour ma petite intro. C'est bon? Ouais, c'est bon. On attaque? On attaque sur l'épisode 7. La maison de poupée. C'est parti. Que penses-tu de l'épisode 7? Alors moi j'ai bien aimé ce nouvel arc, ces nouveaux personnages qu'on découvre, du coup principalement Rose, son petit frère, qu'on voit pas au tout début, mais Jed qu'on voit quand même rapidement. C'est pas la première fois qu'on découvre Rose.
Ouais, je t'assure. À quel moment la voit? Quand j'ai monté la vidéo d'avant, j'ai vu qu'on voyait Rose au moment de huis clos. Oui. Elle est appelée par la lesbienne, je sais plus comment elle s'appelle. Et c'est Rose qui décroche et on voit Rose qui s'inquiète pour son ami. Ah. Voilà, bon, c'est juste un mini caméo dans la série parce qu'en fait à l'époque on sait pas du tout qui c'est. Du coup, j'ai pas du tout vu qui c'était. Mais non, c'est en montant la précédente vidéo que je me suis rendu de ça, donc faudrait regarder une fois de plus la série et puis on n'a pas le temps quoi. Non mais ok. Mais oui, en vrai les spectateurs découvrent le personnage. Donc j'ai découvert personnellement Rose, son petit frère, l'arrière-grand-mère Unity. Exact. Vachement... Enfin, j'ai beaucoup aimé ces nouveaux personnages, même Lita, la meilleure amie de Rose, enfin la voisine qui est devenue sa meilleure amie, est vachement cool. Enfin, j'ai trouvé que c'était des personnages intéressants et qu'il y a des bonnes intrigues qui ont été développées à travers eux. Après, je sais pas si on attaque direct les intrigues. Ouais, moi ce que je te dirais, c'est que Unity, on l'avait déjà vu dans le premier épisode. Ça, je m'en souviens. Mais elle était enfant et c'était une des victimes de la maladie du sommeil. Et effectivement, on se rappelle bien qu'il y avait un plan où vous voyez justement sa maison de poupée et son père qui essayait de la réveiller. Et ils le disent, c'est la première qui a la maladie du sommeil. D'ailleurs, j'ai parlé de la maladie du sommeil en news. Non. Je la garde pour la fin alors. Il y avait ça et j'ai trouvé Lita, oui. Un peu... Comment dire ça? Elle est blanche un peu, enfin pas au niveau du physique, mais au niveau au niveau du personnage, elle est lisse, c'est plus ça le mot. Elle est lisse et... Ah, tu trouves qu'ils l'ont pas assez développée? Bah... Parce qu'elle a quand même déjà un bon background avec son mari qui est mort, fallait pas en faire des tonnes non plus. Mais ça c'est dans l'épisode d'après. Dans le premier épisode, Lita, c'est juste un nana... qui va accompagner Rose. Bah c'est le PNJ qui va accompagner Rose partout, il sait pas trop pourquoi. Bah ça m'a pas choqué parce que tu peux pas, on va dire, développer tous les personnages en même temps parce que sinon tu perds le spectateur. Tu peux pas lui balancer plein de nouveaux personnages en les développant de fou direct. Donc c'est vrai qu'au début il développe Rose, Unity, Jed. Et ça m'a pas du tout choqué que du coup on découvre... j'ai encore dit du coup. Qu'on découvre... Lita dans l'épisode suivant et qu'on comprenne mieux. Et on découvre aussi Golt. Golt, oui, un des cauchemars qui s'était enfui du monde des rêves. Donc il y en a 3, donc on sait que Morpheus veut les récupérer, qui va compter sur Rose, son vortex, pour les choper. Exactement. Et c'est vrai que le premier qu'on voit, le premier qu'on retrouve, c'est Golt. Et je crois pas qu'on le trouve à cet épisode-là, il faudrait que je vérifie. Mais en tout cas, on le trouve dans l'épisode d'après. Par contre, on parle de ce cauchemar direct. Parce que Morpheus fait la liste des cauchemars qui manquent. Oui, et puis même avec Lucienne, ils se disent ça doit sûrement être Golt. Parce que... Dès l'instant où ils n'arrivent pas à trouver Jed lorsqu'il dort dans le monde des rêves, ils se disent que c'est Golt qui a dû un peu désynchroniser son esprit du monde des rêves et du coup l'avoir juste pour elle. Exactement. Voilà. C'est ça. Après, au niveau Toi, t'en as pensé quoi de ces nouveaux personnages? Bien. Le début de l'arc, il est intéressant. On découvre assez vite quel est le Vortex. Et donc le Vortex, finalement, c'est un personnage capable de détruire le monde des rêves. Et le monde éveillé aussi. Et de le façonner le sien de monde s'il est assez puissant. Donc quand même intéressant le Vortex. Et ça vient forcément du comics. Enfin, je vois pas ça autrement finalement. Alors j'en sais rien, mais voilà. Ils partent en Angleterre retrouver Unity. Oui. Et ils découvrent à ce moment-là que c'est l'arrière-grand-mère de Rose, qu'elle a eu un enfant justement pendant qu'elle était endormie. Donc là on se dit oh là là, c'est quoi cette embrouille encore? D'où il vient le gosse? Bah Jésus version femme quoi. Oui voilà, donc là on se dit déjà ouh. Mais ouais, bon, ça, on s'attarde pas trop, mais elle dormait encore quand elle a eu ses gamins, ça fait que quoi? Ça fait que, en fait, ils ont cru que quelqu'un l'avait violée. Oui, ils ont dû croire que quelqu'un l'avait violée pendant qu'elle était endormie, enfin, ça a dû être bien glauque, alors qu'en vrai, du coup, elle a eu un enfant dans le monde des rêves. Moi, je me suis dit ça, tu vois. Alors, normalement, les gens pensent pas forcément à ça, je me dis, ouais, c'est bizarre quand même, ils ont pas enquêté un peu? Oui, voilà. Enfin, voilà. Et ensuite, ils partent en Floride. Pour chercher Jed. C'est ça, et on aura le début de la Floride dans l'épisode d'après.
Voilà à peu près pour l'épisode 7. Je crois même qu'on voit à un moment donné le copain de Lita dans l'avion, vite fait. Hector, si c'est dans l'avion qu'elle s'endort, oui, on le voit à ce moment-là. Et c'est là qu'on comprend qu'il est mort. C'est ça, donc on a un début de background pour Lita. Mais je sais pas, je l'ai pas trouvée intéressante. Bon allez, on parle de l'épisode 8 un petit peu. On fera une conclusion à la fin. Ok. Épisode 8, très sympa. Épisode 8 très sympa, découverte de nouveaux personnages, donc comme je disais, effectivement, ils pouvaient pas tous nous les balancer dès le premier épisode. Tout à fait. Donc plein de nouveaux épisodes, plein de nouveaux personnages dans le Bed and Breakfast, tenu par Hal. C'est ça, et puis des personnages intéressants. Plutôt haut en couleur. Ouais, c'est ça, ça fait un peu la famille Addams, quoi. Pas fou. Ouais, mais tu vois pas Gilbert. Encore, pour l'instant, Gilbert, on l'évoque. Gilbert et le fameux coloc un peu mystérieux, on sait pas trop. C'est ça. Il va apparaître d'un coup pour venir sauver Rose. C'est ça, exactement. Mais on n'a pas plus d'informations que ça. Moi, je l'avais senti dès le début, tu vois. Moi, pas du tout. Alors là, c'est parce que tu veux révéler un spoil, et on est en full spoil, donc on peut y aller. Mais Gilbert, qui est le lopin du ménétrier. Ouais, c'est ça. Ménétrier, ouais. Ménétrier, ouais. Ménétrier. Moi, je m'y attendais pas. Bah moi, je l'avais vu venir, tu vois. Bah écoute, impeccable. Non, moi j'étais surpris, j'ai fait « Ah, excellent !» Parce qu'en vrai, c'est assez cool, j'ai bien aimé... Enfin, Gilbert est vraiment bien. Ouais, en événement de développement de personnage, il est très intéressant, il se dévoile petit à petit, c'est assez cool. Après... J'ai adoré ses réactions pendant la convention. Voilà, on n'est pas encore... Ouais, je sais. On n'est pas encore à la convention, mais justement, parlant de la convention, je te dirais une chose, c'est que cet épisode 7 et cet épisode 8 sont des épisodes d'introduction. C'est pas les meilleurs. Tu vois, j'ai pas eu des moments où je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est bien. Moi j'ai bien aimé quand on voit arriver les 3 collectionneurs là qui veulent absolument avoir le Corinthien dans leur convention de céréales. J'ai trouvé ça énorme. Oui, alors... On ne le sait pas encore, on sait qu'il y a une convention de tueurs en série, mais on découvre que c'est la convention de céréales juste après, et ouais, moi ça m'a rendu fou, hein. J'ai trouvé l'idée mais brillantissime. C'est un délire d'avoir pensé à ça. Et on parlera juste après, mais voilà. Il recherche toujours son frère, et Gold est puni. Oui, ils finissent par retrouver du coup le petit frère de Rose, donc Rose et Morpheus en voyageant à travers les rêves, puisqu'elle peut voyager d'un rêve à l'autre. Ils finissent par retrouver Jed et réussir à aller dans son rêve, et s'aperçoivent qu'effectivement c'était Gold, un des cauchemars qui s'était enfui, qui en fait fait un boulot de maître des rêves pour Jed, et lui a créé un super univers où il peut venir se réfugier pour ne pas penser à sa vie un peu triste avec ses parents adoptifs terribles. Ouais, c'est ça, Gold, sans la tourmente de Jed, clairement, en effet, comme tu as dit, veut être un maître des rêves, mais uniquement pour Jed, et elle dit surtout à la fin, moi je veux être un rêve et pas un cauchemar. Ouais, et Morpheus le prend très mal et la tue. Bah... Enfin, oui, c'est vrai, c'est l'équivalent de la mort. Enfin, pardon. Oui, c'est vrai, exactement. C'était intéressant. J'ai bien aimé le côté décalé d'être dans les rêves de Jed. Et un peu les rêves de tous les personnages, parce que du coup, on voit tous les rêves des gens du Bed and Breakfast, c'est marrant. Ouais, carrément. Il y a ça. Il y a Lita qui tombe enceinte. Ah oui, Lita qui tombe enceinte. Donc d'abord, on comprend que Hector n'est pas un fantôme. Enfin, n'est pas un fantôme qu'elle voit, mais est dans ses rêves, parce qu'elle ne le voit que quand elle dort, et il lui dit que quand elle est réveillée, il continue d'être là. Là, on se dit, ouh. Et après, du coup, ils construisent une maison, ils font un bébé. Tout est possible dans le monde des rêves. Le problème, c'est qu'elle se réveille enceinte. Oh aïe. C'était pas mal, je me suis dit, ouais. Mais du coup, tu vois, ça fait un parallèle par rapport à l'histoire de Unity. Exact. Qui est tombée également enceinte dans les rêves. Exact. Donc moi, je me suis dit, c'est pas mal, il nous explique ça à travers Lita. Puis je m'avance un peu, je pense que je m'avance d'un épisode, mais ouais, je vais oublier d'en parler après, je le sais, donc je vais en parler maintenant. Mais en gros, Morpheus, dans l'épisode d'après, dit que cet enfant ne lui appartient pas et qu'il viendra le chercher. Oui, parce qu'il a été conçu dans le monde des rêves. Voilà, et ça fait beaucoup penser à The Witcher, avec la promesse. Ah. Et oui, moi je vois le parallèle où justement Gérald de Rive récupère l'enfant. Et je me dis que ça va... droit de surprise, tout ça, oui, c'est ça. Bien la merde, ça. Et je me dis que ça peut balancer un autre arc.
Juste ça, parce que juste sur ça, le VP, oui. il peut se passer des trucs assez violents. Bon après, c'est de la supputation et puis on n'a pas lu les comics, hein, mais voilà, je me suis dit que dans le futur, ce serait énervant pour eux. Je crois Voilà, donc à la fin de l'épisode, le Corinthien qui débarque oui, c'est ça. avant Rose chez les parents adoptifs pour les tuer. Bon, il le méritait un peu quand même. Hein. Ouais, et pour récupérer Jed. Et on a un passage, je crois que c'est dans cet épisode-là, parce que finalement il se passe... L'épisode se termine quand il est tué, je pense. Ah oui, donc c'est dans l'épisode d'après. Mais ouais, le Corinthien, impeccable. Le Corinthien, oui, il est trop marrant. Lui. Mais enfin, marrant. Il est très marrant. C'est un tueur, mais en même temps, il est intéressant. Il fait un peu justicier d'avoir tué les... Enfin, on est content qu'il tue les parents, sauf peut-être la tante. Mais tu dis que la tante, finalement, elle a rien fait, donc elle mérite aussi. Et t'es limite un peu content qu'il ait tué la famille. Ah oui, là, t'es content qu'il soit allé sauver Jed. Voilà, c'est ça. Et justement... Il tue un peu tout le monde. J'étais surprise, d'ailleurs, qu'il ne finisse pas par tuer le pote de Rose, avec qui il couche. Oui. C'est vrai. Il le laisse en vie. Pourtant, il le saoule à la fin. Mais je me suis dit, ah bon? Ouais, mais il y a peut-être des envies particulières de collectionner. Et puis, c'est aussi un gars qui donne des... Comment dire qui donne des indices sur la position de Rose. Donc, je pense qu'elle s'est dit, je vais pas le tuer, parce que s'il reçoit un coup de fil que je retrouve par Rose, je retourne le voir, je papote avec lui, comme il a fait avec Unity. C'est pareil, il a vu Unity, il l'a pas tué. Voilà. Oui, mais il était pas forcément tout seul avec elle. Ouais, ça se fait, hein. Le Corinthien, s'il veut tuer, il tue. Épisode suivant? Bah ouais. Let's go, épisode 8. Je suis bête, c'est pas l'épisode 8, c'est l'épisode 9. Effectivement, c'est l'épisode 9 qui s'appelle Collectionneur, justement. Oui, enfin, la convention. Des céréales. Oui, la convention des céréales, mais c'est un délire. Moi, j'ai trouvé l'idée brillantissime. Ah non, mais moi, pendant toutes les scènes de la convention, j'étais morte de rire. Ouais, moi, j'étais trop fan. Enfin, franchement, avec les petits noms. Ah oui, avec leurs petits pseudos, du coup, ils utilisent leur pseudo de tueur. C'est énorme. Carrément, puis surtout, t'es pas bien. T'es pas bien parce que tu vois Jed parler à... Oui, avec celui qui tue que des enfants, là. Comment il s'appelle, lui Funland. Funland, ouais. Funland. Et quand Jed parle à Funland, t'es pas bien, quoi. Tu te dis, oh là là là. Le Corinthien n'était pas bien non plus. Hein. Il était ouais, tu touches pas. Ouais, c'est ça, mais tu sens que il vaut mieux pas se trouver dans cette convention à ce moment-là. Même s'ils ont tous dit que c'est quoi, on tue pas ou on mange, je sais plus quoi. C'est ça, à moins de 300 ou 400 km. 300 km de la convention, ils ont pas le droit de tuer, mais bon, on voit que ça peut vite partir en live, vu comment ils tuent le journaliste là qui est venu sur place pour essayer de faire des recherches sur eux. Bah ouais, là ils étaient un peu en flip, mais c'est surtout que tu te dis que chacun peut avoir la tentation un peu à contrôler finalement comme d'ailleurs, Funland a failli les tuer. Oui, là, voilà, c'est ça exactement. Mais l'épisode est juste incroyable. Enfin, il est génial. Le Corinthien, finalement... Le Corinthien, il est énorme. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce personnage. C'est un super méchant. Et puis, il kiffe, en fait. Il kiffe être là, de faire un coucou, etc. Ah oui, et puis aller faire son petit discours devant tous les tueurs. Et tu te dis... Être un invité d'honneur. Tu sais pas encore ce qui va se passer. Tu te dis, mais si le Corinthien a une armée de 150 personnes... c'est chaud. Enfin, là, c'est des États-Unis, mais c'est chaud. Enfin, je pense que Morpheus, il a un peu vu le problème. Oui, il a un peu vu le problème. Mais moi, j'ai surtout bien aimé aussi les scènes où Gilbert, là, le point du ménétrier, découvre la convention. Il ne sait pas, du coup. Donc, où il est tombé, il se dit « Oh, convention de céréales, très bien. » Puis, tu sais, il va voir les petites conférences une par une, puis il est là. Puis au bout d'un moment, il comprend. Ouais, il comprend. Et il capte le Corinthien. Et là, il voit le Corinthien, et il rentre tout de suite dans le monde des rêves pour prévenir Morpheus que le Corinthien est là. Donc là, on sent vraiment la morale de ce rêve. Je pense pas que le Corinthien l'a remarqué. Parce qu'en gros, le lopin du ménétrier, c'est une incarnation d'un lieu. La personnification d'un lieu magnifique. Vers du physique. Et on sait que ce personnage-là est parti après Morpheus, donc ils se sont jamais réellement vus physiquement. Bah lui a reconnu le Corinthien, voilà, donc il l'a déjà vu, mais le Corinthien ne l'a jamais vu sous sa forme, on va dire, personnifiée en humain, quoi. C'est ça. Donc là, il se barre et va directement dans le monde des rêves. Voilà. J'ai trouvé au secours et ça va être un massacre. Ouais, puis t'as un peu peur pour le lopin, parce qu'en gros, vu ce qui est arrivé à Gold, tu t'es dit, oh non, il est cool ce personnage, enfin, faites pas ça. J'avoue, ouais. Finalement, ça se passe plutôt bien, mais dans l'épisode d'après.
Je crois qu'on a tout dit, sauf peut-être le fait que dans cet épisode-là, on comprend bien la gravité de la situation parce que Rose est en train de détruire les parois du Entre monde des les rêves. rêves, oui. Les rêves des gens fusionnent les uns avec les autres. Exactement. Donc là, on comprend que ça va pas pouvoir rester comme ça. Il y a des décisions qui vont devoir être prises Oui. et des C'est décisions... surtout dans l'épisode suivant qu'on voit dans le début de l'épisode suivant qu'on voit que... Ouais, mais tu vois, le développement d'épisode Oui, de la on voit mi-saison... bien le développement dedans. Le développement de la mi-saison où justement on voit la mort qui fait son travail et qui s'écarte pas de son travail, à part une fois où elle a laissé quelqu'un d'immortel, tu te dis que Morpheus il a des obligations et il peut pas s'en détourner, il va pas pouvoir faire n'importe quoi, il a des règles, c'est lui qui le dit à chaque fois, et donc tu comprends... Il dit à chaque fois que sans règles il serait devenu fou à devoir faire tout ça. Ouais. Donc tu comprends qu'il va devoir la tuer, que malheureusement c'est Se débarrasser du vortex. Ouais, c'est la seule solution. Et on est triste un peu du coup, on a envie de savoir comment ça peut finir. Et avec tout ce qui s'est passé à la mi-saison encore, j'en parle encore, mais tu te dis, ça va mal finir. Parce que justement, à mi-saison, c'est le huis clos, c'est l'épisode sur la mort, enfin... Ouais. Tu te dis, ça va mal finir, et donc on va pas être... Surtout qu'on voit que Rose est quand même vachement puissante. Oui. Donc on se dit, oh là, s'ils s'affrontent, ça peut bien tout péter. Oui, c'est vrai, carrément. Voilà pour l'épisode 9. Voilà pour l'épisode 9. C'est parti pour l'épisode 10. Oui, cœur perdu. Et super épisode. Oui, j'ai beaucoup aimé. Pareil, je les ai tous bien aimés en fait, je pense. Moi je t'ai dit, je me suis un peu pas ennuyé sur l'épisode 7 et 8, mais j'attendais de voir. J'étais vraiment sur, ok, on lance l'affaire, on voit ce que ça donne, etc. Je dirais pas que je me suis ennuyée. Non, ça va. J'étais à fond quand même, j'avais quand même vachement envie de voir la suite à chaque fois. Oui, c'est sûr. Mais il y avait moins d'action finalement. Tu vois ils étaient un peu plus calmes que ceux d'avant peut-être. Oui, c'est ça exactement. Quoique l'épisode un peu de transition avec Hob était très calme quand même. Ouais, mais il était tellement intéressant. Avec la mort et Hob. C'est ça, moi j'ai surkiffé du début à la fin. Enfin, un épisode qui n'a rien à voir avec le reste, mais pourtant est connecté. Et... Donc c'était une transition parfaite. Ah ouais, j'ai adoré. Moi aussi. Ok, donc épisode 10, Morpheus débarque à la convention des collectionneurs, la convention des céréales. Et c'est... Ouais, ce moment, il est exceptionnel, parce que tu t'y attends pas, déjà, de base. Qu'il arrive ? Qu'il arrive et qu'il va mettre fin à tout ça. D'abord, le Corinthien arrive à le blesser. Ça, on s'y attendait pas. Mais ça a été expliqué, alors je suis pas sûr de ça, hein, mais que le fait que les barrières se détruisent entre le monde réel et le monde des rêves... Il lui réexplique à ce moment-là, de toute façon, pourquoi il arrive à le blesser, et pourquoi du coup il lui dit que du coup il va le tuer et tout ça. Exactement. Sauf qu'il arrive à convaincre Rose de remettre les barrières entre les rêves. Morpheus, hein. Oui, Morpheus arrive à convaincre Rose de remettre les barrières entre les rêves, et donc il arrive à tuer le Corinthien. Et il en profite pour... Je sais pas trop comment expliquer ce qu'il fait aux collectionneurs. Il leur fait tomber... Ah si, moi je vois totalement. Ouais, je sais, mais avec des mots. Oui, mais je peux t'en parler, mais avant ça encore, le Corinthien meurt. Oui, ce que je viens de dire, il le tue. Ok, non, moi je devais phaser alors. Mais oui, pour les collectionneurs, j'ai trouvé ça brillantissime. C'est en gros, on sait qu'un tueur en série ou quelqu'un qui tue pour le plaisir, il lui manque... Alors c'est une théorie, mais on pense qu'elle est vraiment réelle. C'est qu'il lui manque une partie du cerveau, ou en tout cas qui est moins efficace. Je sais plus laquelle c'est, mais... Ce qu'il avait l'air de dire, c'est qu'ils étaient un peu déconnectés de leurs émotions et des conséquences de leurs gestes. Exactement, c'est ça. C'est qu'en fait, ils ressentent pas de culpabilité. C'est ça, c'est la culpabilité. Ils ne la ressentent pas. Et ça, c'est un truc de tueurs en série, ou en tout cas des gens qui pètent des câbles, etc., et qui partent de plus en plus dans la drogue, etc. Ouais. Ça, on comprend bien effectivement qu'ils n'ont pas de culpabilité, les tueurs. Ouais, oui, attends. Mais ils sont très marrants, mais... c'est en même temps, tu peux pas faire ça si t'as pas une culpabilité. À moins que tu sois prête et que tu te flagelles tout le temps, ça arrive aussi si tu veux, mais... Dans les films en général. Mais là, il arrive et il leur dit « Je vous remets votre culpabilité, je vous remets vos émotions ». Ça veut dire qu'en fait, ça redevient des gens normaux. Et c'est ça, la prouesse, le délire avec cet épisode, c'est qu'il leur remet tout comme des personnes classiques, humaines,
Et là, il pète un câble. Il y en a qui se suicident. Il pète tout un câble, il y en a qui se suicident, il y en a qui vont se dénoncer. Enfin, on sent qu'il y en a aucun qui va rester comme avant, quoi. Ah non, c'est fini. Mais c'est vraiment le moment où Morpheus prend parti. De dire, le Corinthien, pendant un siècle, il a entraîné les gens, il a poussé des gens par son modèle à devenir tueurs. Et du coup, là, il veut rétablir l'équilibre, et du coup, il se mêle vachement des humains. Ce qu'il ne voulait pas faire dans les épisodes d'avant, tu vois ce que je veux dire ? Je pense déjà que Morpheus, il est énervé. Oui, généralement, il est bien énervé, généralement quand tu es énervé, tu prends pas forcément les bonnes décisions. Donc il y a ça. Et en effet, la volonté de vouloir réparer ses bêtises. Et puis tout simplement, je pense que ça le révulse de voir des gens comme ça. Parce que faut pas oublier que Morpheus, il peut avoir les informations de quelqu'un en le regardant. Tu vois ? C'est genre, il regarde... Oui. Enfin, on avait le truc avec la prostituée dans l'épisode avec Hob. Il est capable de voir tous les gens que chacun a tués et du coup ça... Je pense pas que ça puisse aller jusque là, mais en tout cas la nature humaine de la personne. Et du coup, en fait, le fait d'être énervé, d'avoir laissé le Corinthien, le fait que ce soit de sa faute, il va péter un câble et il va dire à tout le monde c'est bon, je vous remets vos émotions, vous allez partir en couille et puis c'est bon. Et c'est brillant. Et tu sens bien que ça vient pas de la série et que s'il y avait que les scénaristes de la série, ça n'aurait pas été aussi bien. Tu sens que c'est du Neil Gaiman, j'espère que je dis bien. Je sais pas comment ça se fait. Neil Gaiman, je pense. Et je pense que clairement c'est dans le comics et c'est brillant. Et c'est pour ça qu'ils veulent l'adapter, parce que c'est brillant de bout en bout. Enfin voilà, très, très content de ce passage. Oui, passage génial. Ensuite, l'affrontement Rose-Morpheus, Rose qui décide de se sacrifier pour sauver le monde. C'est assez classique. Tous ses amis, classique. En parallèle, une Nitty qui a envie de découvrir ce qu'aurait été sa vie si elle n'avait pas dormi, qui va à la bibliothèque des rêves. Ouais, on se demande un peu comment elle a atterri là, mais bon, c'est logique par rapport au reste de l'histoire. Si, je dirais elle est connectée avec Rose. En plus de ça, elle a fait partie des dormeurs, donc il y a peut-être un lien plus fusionnel, plus avec le monde des rêves, plus intrinsèque avec le monde des rêves. Et donc ça m'a pas surpris de l'avoir débarqué. C'est juste... Et donc qui découvre qu'elle aurait dû être le Vortex et qu'elle ne l'a pas été parce qu'elle dormait. Ouais. Et là, on découvre aussi la machination derrière. D'abord, du coup, c'est elle qui va y passer. Oui, du coup, elle reprend le Vortex en elle en disant que celle assez vieille et qu'il vaut mieux que ce soit elle qui meure. Joli sacrifice pour sauver son arrière-petite-fille. Ouais, puis t'as toujours moins de reproches de tuer quelqu'un d'assez vieux, même si du coup elle a pas vécu, la pauvre. Mais t'as moins de... Après, ils lui disent qu'elle va pouvoir vivre dans le monde des rêves. Exact, oui. Donc c'est plutôt bien. Et donc, justement, après, on apprend les machinations de deux personnages. On découvre qu'en fait, c'est Désir et un peu sa jumelle Désespoir qui ont... Je suis pas sûr. Elle a pas l'air... C'est non, surtout lui. Surtout Désespoir, elle lui dit « t'y arriveras pas, ça marchera pas ». Oui, mais c'est Désespoir, forcément, elle veut lui dire que ça marche pas. C'est vrai. Donc peut-être qu'ils travaillent ensemble en effet. Et d'un autre côté, Lucifer qui veut absolument se venger de Morpheus. Donc, du coup, on découvre quand même que Rose est une descendante de Désir. Oui, tout à fait, parce que c'est Désir qui a fécondé Unity finalement. Pendant son sommeil. Ouais. Wow. Et puis je crois même qu'il a vécu avec elle. C'est ce qu'elle avait l'air de dire. Oui. Parce qu'il avait les son mari yeux... qui avait les yeux dorés. Donc je sais pas comment il a pu vivre avec elle, parce que finalement le désir, je ne sais pas, et peut-être qu'il a pu pénétrer les rêves justement grâce à ça, sans jeu de mots. Mais après, bon, c'est des supputations. Ouais, donc voilà, on sent que saison 2, on sent qu'il va y avoir des problèmes dans la saison 2 à cause de Désir, à cause de Désir, à cause de Lucifer, peut-être aussi des autres commandants des enfers qu'on avait encore vus. Exact, parce qu'ils se préparent à la guerre, clairement. Oui, les démons veulent clairement faire la guerre. Mais je pense que ça va se passer dans le monde réel, et que du coup on va revoir Johanna Constantine. Ah, ce serait cool ça. Parce que là, on a envie finalement de la revoir. Parce que tu vois, on la revoit pas. Non, on l'a vu que dans un épisode. Tu me l'avais dit, je m'y étais préparée, mais j'étais triste quand même. Même si on découvre plein d'autres personnages, c'est vrai que les personnages d'avant nous manquent. Pareil, Hob, le gars immortel, moi j'aurais bien aimé le revoir, tu vois. Donc je sais qu'il était cantonné à cet épisode de transition, mais il était cool quand même. Ouais, grave cool. Mais on le reverra peut-être, hein. C'est une possibilité. Ouais, c'est sûr qu'il va pas mourir. Voilà pour l'épisode 10. On part sur une conclusion ? Conclusion. C'est parti.
Eh bien, pour commencer cette conclusion, je te dirais que j'avais une petite news que j'avais oubliée. En gros, la maladie du sommeil a réellement existé. On apprend ça dans les news hallucinées, etc. Donc de 1916 à 1925. 1927, 27 ouais, Moi j'ai lu 25. il y a eu des morts justement et ça a été une maladie, ils en parlaient à un moment donné que c'était l'encéphalite léthargique. Ça a vraiment existé, c'était le nom scientifique. Ça arrivait partout dans le monde et personne ne sait pourquoi. Je pense surtout que la médecine n'était pas capable de savoir. À ce moment-là, ils ont plusieurs théories maintenant, mais Ouais, mais vu que c'est pas revenu, voilà. alors les gens stressent quand ils reviennent, mais puis de toute façon c'est à cause de Morpheus. Hein. Voilà. Moi je dirais petite conclusion maintenant de la série en entière. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Est-ce que c'était si bien que ça? Oui. Oui. Il y avait des petits détails que j'aurais aimé différents, mais globalement c'est une série que j'ai beaucoup aimée et ça faisait quand même un moment qu'il n'y avait pas une série qui m'avait convaincue à ce point-là. Ouais, carrément. Dans son globalité, avec ses personnages, avec ses intrigues, vraiment les intrigues qui tiennent la route. Pas d'incohérence, pas de facilité scénaristique. Ouais, c'est ça. Clairement, t'as des séries où tu te dis, mon Dieu, mais j'aurais pu utiliser ces heures de vie pour faire autre chose. Là, on n'y est pas. Là, vraiment, on se dit, mais c'était trop bien, je suis trop content d'avoir regardé cette Je série. veux la suite. Voilà, je veux la suite. Alors ça, c'est clairement, et je pense qu'elle va être renouvelée J'espère. au moins pour une saison 2, il n'y a pas de souci. Mais oui, on sent vraiment l'influence du comics. Oui. Parce qu'au niveau scénaristique, alors j'ai vu des commentaires qui étaient négatifs en disant que les scénaristes sur la série, ils étaient pas ouf, etc. Mais c'était bien. Et quand même bien, les intrigues sont vachement bien. C'est ça. Alors, Même les petits détails. Ouais, non, c'est pas ennuyant. J'ai dit ouais, non. Ouais, non. On s'est pas ennuyé, clairement. Non, c'est pas ennuyé. Et on a. J'avais peur, je l'avais dit dans la première vidéo de critique, j'avais peur de la première partie de saison parce que ça faisait très Percy Jackson, ça faisait très. Je vais chercher mes objets. Voilà, je vais chercher mes objets. Et par exemple, que ce se soit passé en 10 épisodes, je serais parti. C'était trop long, oui. Là, c'était génial que ce soit vraiment sur quelques épisodes, ensuite une petite transition et on attaque sur autre chose. Ouais, et c'est aussi la force de cette série, c'est qu'on peut se dire, ils sont capables de faire des épisodes qui n'ont limite rien à voir. Les uns avec les autres. Mais ça, les épisodes qui n'ont rien à voir, à part vraiment les derniers qui sont vraiment connectés sur Rose et ses proches, où du coup on retrouve les mêmes personnages, les derniers me font vraiment penser à des épisodes Doctor Who où on a une intrigue par épisode avec des personnages différents, tu vois. Ouais, on en avait parlé de façon que c'était très Doctor Who. Un plaisir, je suis sûr que ça vient du comics aussi, je vois pas comment c'est possible. Et j'avais envie de te dire un truc, on disait c'est beaucoup Doctor Who, mais il faut pas oublier que ça s'est passé avant la série Doctor Who de 2005. Oui. Donc ça se trouve, il y a une influence Doctor Who sur le comics de The Sandman. J'en sais rien, c'est une hypothèse. Mais enfin, il y a 30 ans d'idées avant. Doctor Who, c'est une vieille série, c'était les années 60 à la base. Ouais, mais c'est pas pareil. Oui, mais ils ont repris le même modèle. Oui, ils ont repris les idées de base, c'est-à-dire les docteurs qui changent, etc. Bon, après, c'est pas une critique. Les intrigues différentes dans chaque épisode. Voilà, c'est pas une critique Doctor Who, non, mais. Pas Doctor Who. mais je pense que c'est. Je sais pas. Tiré de The Sandman, parce que clairement. Tu me chercheras cette anecdote pour la prochaine fois. Je suis pas sûr de la trouver, malheureusement. Mais c'est comme nous, je veux dire, demain on écrit des livres, on est scénariste de séries, je sais pas ce que vous faites de votre vie, mais vous avez des influences. Vous allez avoir Star Wars, vous allez avoir Seigneur des Anneaux, vous allez avoir Harry Potter, et forcément que vous allez créer quelque chose qui va avoir avec toutes ces licences parce que ça vous a marqué. Ah, va y avoir forcément une empreinte de tout ça sur cette création. Ouais, voilà, ça vous a marqué à vie, vous avez de la nostalgie, vous avez envie de faire mieux et limite de faire un hommage à certaines séries. Donc oui, voilà. Moi j'ai tout pour j'ai tout bon pour cette info. Sinon, ouais, bien aimé que ce soit séparé en deux, parce que je me serais peut-être ennuyé si ça avait été décliné en de plus gros nombre d'épisodes. En gros, si par exemple la fin, qui fait 4 épisodes, avait été sur 10 épisodes, ça aurait peut-être cassé le... Ouais, il aurait fallu plus de petites intrigues secondaires ou développer plus les personnages. C'est ça. Donc, pour moi, les scénaristes, ils ont quand même été bons. C'est qu'ils ont bien géré le rythme
Oui, parce qu'on en arrive vraiment à un moment où on aime la série, mais on est plus dans un mood, j'aurais envie d'en savoir plus sur les personnages que oh là là, ils les ont trop développés, il y en a trop dans tous les coins. Ouais, puis on finit un épisode, on se dit mais c'est trop bien, je continue. Oui, c'est ça. Les FX sont super, il y a un super budget, on le sent. Enfin, les images sont folles. Alors à un moment donné, il disait que c'était bizarre, les images étaient étirées. Ah. Ça a choqué beaucoup de gens, moi ça m'a... J'ai pas remarqué. Je le savais avant d'avoir commencé la série, donc j'ai vérifié, j'ai cherché, mais ça m'a pas choqué. En gros, c'était étiré vers le haut pour pouvoir donner une sensation, c'est fait exprès, de rêve. Ah. Voilà, c'est que l'image soit un peu différente, un peu... Ah oui, pour bien marquer la différence entre le monde éveillé et le monde endormi. Exactement, Oui, c'est pour pas choquant. donner cette sensation un peu de flou dans du magnifique, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, oui. Le fait d'étirer l'image, forcément que ça va faire un truc bizarre avec l'image. Si j'ai ressenti ce truc bizarre, mais j'avais pas compris que ça venait de l'étirement. Ouais, mais en fait, c'est fait exprès et je trouve que c'était bien fait. Bah, c'était une bonne strat, quoi. En même temps, ils ont le droit de jouer avec tout ça. Hein. C'est ça. Voilà. Moi, j'ai plus grand-chose à dire. Non, à part les yeux, regardez, c'était cool. C'est ça. C'est la fin de cette chronique de 3 vidéos. On va se chauffer pour Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, mais plus avec Matt. Ah, ouais. Et par contre, Andorre, on sera là aussi. Ça, y a pas de souci. Andorre. Ouais, Andorre, et puis Seigneur des Anneaux, ça va être trop bien. Et là, il paraît que c'est les 2 premiers épisodes qui sortent le 2 septembre. Donc déjà, il y aura de la matière pour... Je vais aller l'écrire sur le calendrier. Pour analyser ça. Et ça sort tôt, genre 3h du matin. Ouais. Oui, bon, on attendra 7h. Hein. Ouais, ou 6h, on n'est pas fou. Calme. Voilà, n'hésitez pas toujours à commenter, hein. On le répète toujours, mais c'est important pour nous, ça nous fait beaucoup de bien. On arrive sur les 100 abonnés tout doucement. Oui. Vraiment tout doucement. Oui, tout doucement. C'est un peu la traversée du désert, toujours au début, quand personne vous connaît. Ouais, puis on va bientôt atteindre les 5000 vues aussi. Oui, c'est ça. Les traversées du désert, on essaye de faire un travail de qualité au niveau de l'image, au niveau du son, au niveau de ce qu'on dit. Et c'est vrai que c'est derrière le retour, bah forcément, on est connu de personne. Donc, oui, il y a quand même des gentilles personnes qui viennent nous parler en commentaire, ça fait du bien. Grave, on pense à toi, Sylvie. Mais oui, non, trop bien. Bon, on espère que ça continue comme ça, sur cette dynamique, et puis on voit ce que l'avenir nous réserve. Nous réserve, exactement. On va s'arrêter là ? À bientôt. Au revoir. C'est bizarre cette sortie. On la recommence hein, si ça vous dérange pas. Tu veux faire comment ? Bah juste tchuss.